Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. Nous sommes le mardi 27 août 2024 et vous nous regardez comme d'habitude via le canal 350 de la Freebox, le fil 24/7 de notre chaîne YouTube ou via notre site internet lemediatv.fr où d'ailleurs vous attend notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Vous êtes déjà plus de 50 000 à l'avoir signé, merci et surtout continuez. Sans plus attendre, on débute tout de suite avec mon édito du jour où je m'en vais vous conter le feuilleton politique de l'été, tout du moins sa suite, une histoire à dormir debout où un homme seul se la joue roi de fortune que personne n'arrête car en fait, c'est légal, incroyable. Ensuite, je vous livrerai le point info de la rédaction du Média entre l'arrestation du patron de Telegram en France et la situation en Ukraine et à Gaza. C'est parti. Imaginez la scène. Nous sommes en Turquie. Non satisfait d'une élection mettant son parti à mal, Recep Tayyip Erdogan réagit brutalement. Il dissout la grande Assemblée nationale et provoque de nouvelles législatives organisées en quelques semaines. À l'étranger, ça plisse déjà les yeux de suspicion. Et puis voilà, l'AKP, le parti présidentiel, perd aussi cette élection face à la coalition des gauches arrivée en tête contre toute attente. Aïe. Mais Erdogan s'obstine et décide de ne pas en tenir compte. Pire, il éjecte la gauche du tableau pour préserver, dit-il, la stabilité institutionnelle du pays et se prépare à faire l'union des droites, notamment avec les plus radicaux. Immédiatement, la communauté internationale dénonce un coup de force antidémocratique. Certains vont même jusqu'à parler de dictature. Naturellement, car, comme dirait l'autre, une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si cette scène, ici imaginaire, se déroulait réellement en Turquie, vous savez très bien que tous réagiraient comme un seul homme, dénonçant ce qui devrait être dénoncé. Pourtant, depuis plusieurs semaines, nous vivons point par point cette scène irréelle. Nous assistons ici en France à un véritable coup de force institutionnelle et personne ou presque ne moufte. Pourquoi ? Est-ce parce que celui qui opère ce coup d'état froid, pour reprendre les mots d'Edoui Plenel ce matin, est un ex-banquier d'affaires blanc, bourgeois et bien élevé, qui sert les intérêts des grands patrons et grands médias peuplés eux aussi de personnes blanches, bourgeoises et bien élevées ? Le problème n'est pas l'autoritarisme, mais le profil de l'autoritaire. Quand Emmanuel Macron prononce, dans un avion revenant d'Israël en janvier 2020, ces mots sur ce qu'est la dictature, il est courroucé. À l'époque, il tentait d'imposer une première réforme de la retraite, souvenez-vous, pour instaurer un système à points, et opérer à la fois la répression des manifestations et le passage en force contre l'Assemblée nationale et l'opinion publique. Certains dénonçaient alors une dérive autoritaire, voire une tendance dictatoriale de la part du président. Comme je vous le rappelais ici même dans le flash d'hier, se penser mieux que les autres et être convaincu que les Français votent mal, le mépris du peuple s'est inscrit dans l'ADN macroniste. Au même micro de Radio J, dans le même avion, parlant de la France, il déclarait « Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues. » 4 ans plus tard, suivant les règles et les traditions républicaines, les Françaises et Français se sont déplacés historiquement en masse pour des législatives gagnées contre toute attente et face à un acharnement politico-médiatique par les gauches unies. Et alors que le pouvoir macroniste se montrait prêt à donner les clés de Matignon à l'extrême droite, si les électeurs mettaient le RN en première position à l'Assemblée nationale comme s'ils le souhaitaient, il a brutalement changé d'avis dès lors que le casting prévu fut finalement différent. Un programme politique prônant le retour de l'ISF, le partage des richesses, de meilleurs salaires et une gestion écologique de la société, c'est-à-dire le programme du NFP, était décrit subitement 4 fois pire, pour reprendre les mots précis du président Macron, que le programme du RN qui jette sous le bus tout ce qui ne correspond pas à l'image du franco-français fantasmé, mais qui préserve l'ordre capitaliste. Voilà tout ce qu'il faut comprendre et retenir, le reste étant du blabla, du remplissage de la déco qui nous distrait et nous égare. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que le serviteur d'un ordre économique et social qui ne peut que dominer par la force de la violence puisqu'il n'a pas celle du nombre. De fait, à quoi bon jouer le jeu des élections et des échanges quand tout est écrit d'avance ?
Depuis le départ, il n'a jamais été question de faire autrement que ce qui avait été décidé par le monarque en carton. Celui-là même qui, au seuil de son sacre en 2017, déclarait sans sourciller dans les colonnes du journal Le 1. La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi. Depuis le départ, je vous dis, il n'a jamais été question d'une quelconque alternative. La mauvaise foi immense du président et de son camp élargi jusqu'au MEDEF apparaît aujourd'hui éclatante aux yeux de tous pour justifier l'injustifiable. De quel droit divin un seul homme peut-il juger du programme de son opposition ? De quel droit peut-il autoriser ou non le gagnant d'une élection ? Mesure-t-on l'étendue du désastre présent et à venir de ce comportement plus que toxique ? Alors bon, l'occasion était ici rêvée de faire basculer le pays d'une situation d'affrontement politique à celle du compromis, du débat, comme souhaité par Lucie Castet et le NFP. Mais non. Le choix, cohérent mais non assumé, d'un régime toujours plus présidentiel est ici total. Sans surprise, vous l'avez lu hier soir ou dans la journée, après le simulacre de discussion démocratique entre vendredi et hier lundi, Emmanuel Macron a écarté la solution d'un gouvernement NFP, tout en précisant qu'il allait ouvrir d'autres discussions, mais sans LFI ni le RN, les renvoyant encore dos à dos contre toute réalité factuelle et historique. Il s'en fiche. En réaction, les autres composantes du NFP refusent de participer à la suite des discussions. Depuis ce matin, les principales personnalités de gauche et sincèrement démocrates défilent sur les plateaux de télé et dans les médias pour dénoncer encore un peu plus fort que la veille cette situation. Par exemple, le communiste Yann Brossa compare Gabriel Attal au putschiste du Capitole. L'écologiste Marine Tondelier déplore, je la cite, les responsabilités démocratiques dangereuses d'Emmanuel Macron. La porte-parole du PS, de son côté, Chloé Ridel, parle d'un coup de force du président qualifié d'insupportable. Quant aux insoumis, jugeant, je cite, la démocratie en grave danger, ils ont annoncé mettre en exécution leurs menaces et engageront prochainement le processus de destitution du président qui n'a quasi aucune chance d'aboutir. Je vous en ai détaillé la raison la semaine dernière sur ce plateau même. En somme, l'extraordinaire situation politique ici n'a rien d'illégal. Le président bafoue les us et coutumes, les traditions d'exercice, mais joue avec les limites du droit. Celle de la Ve République octroie un pouvoir immense au locataire de l'Élysée. Un locataire qui apparaît comme un forcené, mais qui a tout le loisir de l'être. En face, les forces de gauche, prises au piège de ces mêmes institutions françaises, appellent au soulèvement populaire dans un grand mouvement de grève et de manifestation à la rentrée. Mais, sans non plus dire que le rapport de force n'existe plus, après les Gilets jaunes, le mouvement des retraites et autres mobilisations de masse qui ont mis des millions de Françaises et Français dans les rues, il serait tout aussi malhonnête d'affirmer que ce pouvoir se montrerait subitement sensible à un nouveau mouvement social pacifique. Et si ça se corse, la police, les drones et les dispositions légales sont déjà en place pour mater tout ce beau petit monde. La question n'est donc plus de savoir si nous sommes dans un bourbier ou pas, mais plutôt de savoir comment s'en sortir. Et nous poursuivons ce flash avec l'actualité du jour. Pavel Durov, le patron de Telegram, a été arrêté, vous le savez, samedi dernier, le 24 août, à sa descente de l'avion à l'aéroport de Paris-Bourget. Persona non grata en Russie, après avoir joué un rôle important via son réseau social de l'époque, V-Contact, dans les manifs anti-Poutine de 2011 et 2012, et pour avoir refusé de coopérer avec les services du pays, le milliardaire franco-russe, il a obtenu sa nationalité française en 2021, se voit reprocher des infractions comme l'escroquerie, le trafic de stupéfiants, le cyberharcèlement, mais aussi la criminalité organisée, l'apologie du terrorisme et la fraude. Placé en garde à vue depuis, on a appris hier soir que celle-ci a été prolongée jusqu'à mercredi. Beaucoup de ces infractions viseraient sa messagerie cryptée de Telegram. Il est en outre reproché à l'Elon Musk russe le manque de modération de sa messagerie, notamment contre les utilisations délictuelles qui en est faite. La messagerie est dans le viseur des autorités depuis maintenant un moment. Propagation de théories complotistes, appel au meurtre, plateformes de vente de drogue qui pullulent sur Internet, les projets terroristes aussi, comme le groupe FRDTR ou encore l'organisation Daesh. Telegram, une messagerie chiffrée de bout en bout, existe sur la promesse de ne jamais dévoiler aucune information que ce soit sur ses utilisateurs, à contre-pied des plateformes américaines et de messagerie comme WhatsApp, vous les connaissez, un messenger, qui n'hésite pas à faire commerce de nos données personnelles ou encore de collaborer avec les gouvernements. Ce lundi, Emmanuel Macron a réagi sur X, ex-Twitter, affirmant que l'arrestation du patron de Telegram, je cite, n'est en rien une décision politique, que la France est attachée à la liberté d'expression et de communication.
On saura peut-être mercredi si Pavel Durov sera présenté à un magistrat en vue d'une mise en examen. Côté international, faisons maintenant un point en commençant par l'Ukraine où le ton continue de monter. Après l'offensive russe touchant une quinzaine de régions ukrainiennes et des risques croissants pour la sûreté nucléaire dans ces différentes régions, c'est cette fois-ci le gouverneur russe de Belgorod qui fait état d'incursions dans 3 localités de sa région. Les informations affirment que l'ennemi essaie de franchir la frontière de la région de Belgorod. Selon le ministère de la Défense russe, la situation à la frontière reste difficile mais sous contrôle, a écrit le gouverneur sur son compte Telegram. Sur le sol ukrainien, l'offensive russe s'est poursuivie dans la nuit de lundi à mardi. L'armée ukrainienne dit avoir intercepté 5 missiles et une soixantaine de drones russes. Volodymyr Zelensky, de son côté, a réagi en déclarant, je cite, « Les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis en toute impunité », tout en accusant Moscou d'avoir visé, je cite toujours, les civils et les infrastructures. À Gaza, l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les opérations humanitaires sont à l'arrêt complet depuis hier, lundi 26 août, en raison d'un nouvel ordre d'évacuation israélien dans la zone d'Deir al-Balah, en plein centre de l'enclave palestinienne. Selon un haut responsable onusien, je cite, « L'ONU a déjà dû retarder ou faire pause dans ses opérations, mais jamais au point de dire concrètement ne plus rien pouvoir faire ». Une situation dramatique sur le plan humanitaire, alors que l'ONU, toujours, alerte depuis de longs mois contre le risque de famine grave et qu'au Caire, en Égypte, les négociations pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël patinent toujours. Le ministre de la Santé du Hamas a publié de son côté son nouveau bilan ce mardi 27 août. Il fait état de 40 476 morts et de 93 647 blessés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Merci d'avoir suivi ce Flash Info d'été du Média. N'oubliez pas, rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr pour y signer notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique, c'est important, des fréquences TNT. Mais aussi, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, devenez sociétaire de notre coopérative médiatique en vous abonnant dès 5 € par mois sans engagement et ou en nous faisant des dons ponctuels. Car, et vous le savez très bien, c'est grâce à vous, c'est vous qui permettez l'existence d'une info libre et indépendante des forces politiques et de l'argent en soutenant notre antenne. Continuez à le faire, merci beaucoup à ceux qui le font déjà, et ça passe dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à bientôt et bonne soirée sur les médias.